Première question. Voilà. Je voudrais poser une question sur la première oratrice et Janine aussi, mais sur la place de la congélation. La place de la congélation, parce que on a l'air de vouloir occulter le débat depuis hier, en disant que c'est peut-être pas politiquement correct d'en parler, mais quand même dans ces cas, je pense que le problème se pose particulièrement. Et la gestation pour autrui arrivant, et peut-être que Janine, tu l'as dit que ça pouvait être, quelle est la place? Il faut penser à l'avenir de ces femmes et à l'avenir de l'évolution des pensées et de la société. Donc on ne peut pas exclure la possibilité que ça soit une solution chez ces femmes, soit celle chez laquelle on contre-indiquerait formellement une grossesse, soit chez celles qui risquent de perdre leur fonction. Et sur les 10-15% qui ont leur cycle encore, peut-être que là c'est une urgence thérapeutique que faire de la prévention ou de congeler un ovaire peut-être en prévention. Alors congeler ovaire, congeler l'ovocyte, bon là on peut discuter, c'est des techniques, on peut discuter de ça, mais enfin le principe de la cryoconservation doit être quand même évoqué et développé au plus vite à mon avis. Qui veut répondre? Janine, Hélène? Moi je donne un embryon de réponse, on va dire. Je pense qu'il faut prendre les problèmes dans l'ordre. On va déjà commencer par nous réunir, réunir le groupe d'experts et essayer d'y voir plus clair et d'avoir des recommandations claires. Et ça, c'est la première étape. Et on y verra effectivement, on verra si la deuxième étape pourrait aller dans ce sens. Il va falloir y répondre puisque les femmes sont là à nous poser des questions. Nous avons des demandes. Donc ce sera à voir dans un deuxième temps. Ce sera plus facile dans un deuxième temps. J'apporterai quand même une réponse complémentaire, c'est-à-dire que le problème de la cryoconservation dans le cadre du syndrome de Turner se place également sur un rapport balance bénéfice-risque. D'une part, et je crois que Catherine Poirot pourrait mieux répondre dans le cadre de la cryoconservation de fragments ovariens ou de ovaires entiers, c'est-à-dire que pour ces jeunes femmes, on risque déjà aussi de leur faire accéder plus vite à l'état d'insuffisance ovarienne dans un premier temps. Deuxièmement, il faut également rappeler les risques de l'ovocyte en soi qui, je ne l'ai pas souligné parce que j'avais très peu de temps, les grossesses spontanées, il y a énormément de fausses couches spontanées à répétition et de décès périnatal. Donc et puis également de malformations, transmission du syndrome de Turner de mère à fille, c'est sûr, mais pas mal également de trisomie 21. Donc se pose le problème de la qualité de cet ovocyte qu'on conserverait pour le transférer. Question là-bas. Oui. Moi, je voulais juste signaler que de ce que j'ai lu dans les recommandations récentes là, de 2007 qui ont été faites par Bondy, il est maintenant préconisé en prénatal de faire et une échocardiographie et une IRM systématique. Alors, je ne sais pas si... Oui, effectivement, il est préconisé cela, mais dans la réunion que nous avons eue il y a 48 heures, avec des échocardiographistes qui étaient extrêmement spécialisés dans le problème, il y avait ces deux échocardiographistes disaient que quand il y a un protocole bien standardisé et que l'échographie est bien réalisée, elle est aussi performante que l'angio-IRM. Mais néanmoins, comme je l'ai souligné, pour la route ascendante, il peut rester un doute, et dans ces conditions-là, effectivement, il faut réaliser soit l'angioscan, soit l'angio-IRM. Et ils avaient une préférence pour le scanner par rapport à l'IRM, très nette. Tout dépend de la fenêtre que l'on a pour faire l'échographie. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'échographiste va dire s'il peut voir exactement toute l'aorte ou pas. Et surtout parce que les syndromes de Turner ont des anomalies thoraciques et notamment des pectus qui peuvent gêner la visualisation sur le plan cardiaque. Question ici. Lors du premier décès, nous avions tous reçu une petite note d'enquête mortalité-morbidité et j'avais déjà été
un peu impressionné par le fait que, au terme de cette enquête mortalité-morbidité, on avait surtout insisté sur le fait que le dépistage échographique et le suivi, en tout cas de toute la comorbidité des Turner, devait être fait au sein du même centre qui assurait et le suivi, c'était vraiment quelque chose qui avait été bien pointé parce que là aussi, du point de vue du dépistage, il semblerait que les mesures échographiques ne pouvaient pas laisser augurer de l'issue fatale. Donc, je note sur le deuxième cas qu'il y a aussi eu des notes au niveau de la mesure échographique. Donc, la question que j'allais poser, et j'en aurai deux petites autres derrière, est-ce que on considère dans les enquêtes comorbidité, mortalité-comorbidité, que les décès des patientes turnériennes sur des accidents cardiovasculaires sont évitables? Ça, c'est la première question. Est-ce que ces décès étaient évitables? Et puis, une autre question qui n'a rien à voir, plutôt épidémiologique, c'est est-ce que, du point de vue du dépistage, il faut avoir quand même une mission de dépistage au niveau des écoles primaires, à partir ou au CP, les enfants qui sont à moins de 2 DS de taille, parce qu'on en a tous dans nos voisinages, des parents qui s'inquiètent et tout ça, des petites filles qu'on voit. On ne veut pas affoler les parents qui posent pas de questions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut, à partir de moins 2 DS de la population générale, préconiser éventuellement un dépistage? Et dernière question, à la généticienne, est-il vrai que pour qu'une Turner survive, il faut toujours un petit degré de mosaïcisme? Ça, c'est la question du Turner. Les Turner homogènes existent-ils? Voilà, il y a énormément de questions. Je vais ne sais pas s'il y a un généticien, mais la théorie actuelle, je l'avais évoqué dans mon introduction, c'est de penser que l'absence de mosaïque n'est pas viable, mais n'a jamais été démontré formellement, et de penser qu'il y a toujours un certain degré de mosaïcisme. C'est ce que disent les généticiens. Je ne sais pas s'il y en a un pour me contredire dans la salle, mais c'est actuellement la théorie. Oui. Bon, après, vous avez posé beaucoup de questions. Moi, je voudrais quand même faire une remarque et rappeler, parce qu'on parle d'échographie, d'IRM. Nous pratiquons à Nice depuis 3 ans une IRM systématique chez ces turnériennes adultes. On a quand même eu, il y a 2 ans, et on l'a rapporté en poster, mais c'était passé inaperçu, donc il y a 2 ans, une femme qui avait une IRM tout à fait normale, qui n'avait aucune malformation turnérienne, mais qui, à l'occasion, Hélène en a parlé, d'une grossesse gémellaire, a fait une insuffisance cardiaque aiguë, qu'elle a été sauvée in extremis, ce qui évoque donc, en dehors des malformations, le problème de l'hypertension artérielle qui semble extrêmement fréquente avant toute grossesse. C'est connu, quand on enregistre des turnériennes, on trouve très jeunes, à 20 ans, on trouve déjà des périodes, en particulier la perte du rythme nictéméral. Donc il y a un fond déjà d'hypertension préalable qui bien sûr vient s'aggraver pendant la grossesse et qui vient encore s'aggraver par la pratique du don d'ovocytes, où l'éclampsie est particulièrement fréquente dans toutes les séries de dons d'ovocytes. Donc ça interpelle sur le type de surveillance qu'il faut faire, sur les critères, et là je crois qu'on ne pourra pas se passer des cardiologues pédiatres et des cardiologues spécialisés. C'est un petit peu, ça nous dépasse un tout petit peu pour connaître exactement la valeur des examens, la valeur des critères et les traitements préalables et les surveillances éventuellement qu'il faut pratiquer. Pour le dépistage, oui, pour cariotype systématique, pour toute petite fille qui est à moins de 2 DS, et surtout ce que l'on dit, pour toute petite fille dont la taille ne correspond pas à la taille familiale. Ça, je crois que c'est vraiment le critère. Et on tient ce message auprès des ORL, puisque ce sont des enfants qui font beaucoup d'infections ORL dans la petite enfance, et qu'elles ont des anomalies de l'oreille que l'on voit et que les ORL connaissent bien. Pour le décès, je peux répondre que ce que je sais maintenant, c'est-à-dire a posteriori, certainement qu'on aurait pu l'éviter en induisant une prématurité. Premièrement, le diamètre aortique a été mesuré et jugé normal en préconceptionnel. L'était-il vraiment, sachant qu'il n'a pas été rapporté à la masse
à la surface corporelle. J'ai d'ailleurs pas encore eu le temps de faire ce calcul, mais je vais le faire. Donc ça a été qualifié de normal et il y a eu une dilatation à l'échographie du 6e mois. Donc, logiquement, si on avait maturé par corticoïdes les poumons de cet enfant et fait une césarienne au 7e mois, j'en sais rien, on aurait probablement pu éviter le décès. Mais bon, ça c'est de la posteriori. Question ici, oui. Où est le micro? Non. Elle n'avait pas de cardiopathie. Je voulais dire, Patrick, parce que dans les recommandations qui ont été marquées, si un jour elle devient médico-légale, il est marqué maternité de type 3. Il serait peut-être plus judicieux de marquer maternité ayant un service de chirurgie et de chirurgie cardiaque sur place. Il faudra coupler les deux services, quoi. Oui. Exact. Il faut un service, effectivement, de cardiologie spécialisé, à la fois sur le plan médical, mais également susceptible d'intervenir chirurgicalement, réanimation maternelle et cardiaque sur place. Le type 3, c'est pour la prématurité potentielle de l'enfant. À part ça, l'enfant, il va bien. C'est pour ça qu'à la fin, je parlais de centre de référence. Où est le micro? Ah, pardon. Oui. Oui, s'il vous plaît. Nous avons eu un cas d'une patiente chez qui a été découvert, alors qu'elle avait peu de symptômes, un faible taux de mosaïcisme. Je voulais savoir à partir de quelle limite on peut considérer qu'il s'agit d'une patiente présentant un Turner. En ce cas-là, elle avait seulement une aménorrhée alors qu'elle avait une trentaine d'années. Effectivement, ce qu'on discute, c'est inférieur à 10%. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit tous avoir une mosaïque, on doit tous avoir... surtout avec l'âge, une déperdition de quelques chromosomes. En dessous de 10%, généralement, les généticiens nous demandent quand même de faire le bilan. Et généralement, on ne peut ne pas retenir le diagnostic de syndrome de Turner. Tout ça, tout en sachant que tout dépend du milieu de prélèvement. Le sang périphérique est un très mauvais élément pour faire ce diagnostic-là. Il vaut mieux une biopsie de peau sur fibroblastes, par exemple, ou des prélèvements de muqueuses jugales, ou en dernier lieu, bien sûr, une biopsie ovarienne. Mais enfin, quand même, on ne le fait pas à tous. Le liquide amniotique est un très bon milieu pour faire les dosages. Il est toujours recommandé de refaire le diagnostic sur sang périphérique à la naissance. Ça fait partie de nos recommandations pédiatriques, ce qui paraît complètement anormal et un peu idiot, dans le sens où le liquide amniotique semble être un milieu de culture plus favorable. J'ai une question encore. À propos des grossesses spontanées dont vous nous avez parlé, vous nous avez dit qu'il y avait une fertilité potentielle de 3 à 5% chez ces Turner. Qu'en est-il de la fertilité réelle? Est-ce qu'on le sait? Et comment se passent ces grossesses chez ces femmes-là? Est-ce qu'elles sont aussi des grossesses à risque particulièrement? Tu veux répondre, Hélène? On ne sait pas exactement parce que toutes les grossesses ne sont pas répertoriées. Ça reste relativement, je ne vais pas dire anecdotique, il y a très peu de grossesses. Il y en avait une centaine dans la littérature recensée en 2000. Et oui, bien entendu, cela reste des grossesses à risque. Elles ont un double risque. En fait, il y a une belle étude danoise. Vous savez que les Danois ont des très beaux registres dans tous les domaines et ils ont répertorié ces grossesses spontanées dans le Turner. Il y a deux choses. D'abord, il y a le risque de toute grossesse chez les turnériennes, dont on a parlé aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a des anomalies chromosomiques très fréquentes et qui ne sont pas seulement des anomalies des gonosomes, ce qui ne serait pas gravissime, mais il y a des anomalies autosomiques beaucoup plus fréquentes. Donc, conseil génétique absolument dans ce cas-là. Il reste le temps pour une question. Monsieur Lansac, vous vouliez intervenir? Une question. Oui, Nathalie. Une question sur le vieillissement accéléré du tissu collagène. Est-ce que le fait d'introduire chez ces patientes à l'adolescence un traitement hormonal substitutif rapide va empêcher ce vieillissement adulte? Ou est-ce que c'est lié effectivement dans la présence finalement de la lignée 45X
dans les fibroblastes qui entraînent cette dégénérescence? On ne sait pas, on ne fait pas de biopsie cutanée au syndrome de Turner. On fait toujours l'analogie avec le syndrome de Marfan. Avant, on faisait les biopsies cutanées dans le syndrome de Marfan pour voir la raréfaction du tissu élastique. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra envisager. J'ouvre des portes, hein. En ce qui concerne la puberté et l'induction pubertaire chez les syndromes de Turner, elle n'est jamais très rapide quand même, hein. On le fait sur 3 ans, on le fait un peu tardivement, effectivement, en fonction de la taille, hein, ça c'est un des éléments importants. Mais il y a beaucoup de questions à propos d'œstrogènes et cardiovasculaires, effectivement. On se pose la question de savoir quels œstrogènes donner. Oui, j'allais dire ça. Par contre, dans la mesure du possible, ne donner des œstrogènes naturels aux turnériennes, puisqu'elles ont un terrain cardiovasculaire et métabolique important. Dernière question, Jacques Lansac. Non, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, parce que le collège a été chargé par l'agence de faire ses recommandations pour le suivi de la grossesse, puisqu'il y a des problèmes obstétricaux quand même majeurs. Et évidemment, Madame Holm, Madame Le Tur, ou toi, Patrick, vous venez dans ce groupe, puisqu'on le fait en liaison avec vous. Mais on a besoin beaucoup de la compétence des cardiologues, l'équipe de Madame Léger était là, des chirurgiens, des anesthésistes, et des imagiers, parce qu'il est clair qu'il faut faire les mensurations échographiques de façon adéquate, et c'est pas simple, semble-t-il, d'après les experts. Et le problème du lieu de l'accouchement se pose, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il faut accoucher dans un endroit où il y a une équipe de chirurgie cardiovasculaire. Et donc, c'est pas simple parce qu'on peut avoir une prématurité importante et obligé d'extraire l'enfant à 30 semaines. Par exemple, dans le cas de Madame Hall, si le diagnostic avait été fait, on aurait peut-être pu éviter ce décès en la césarisant de bonne heure. Donc, on a essayé, nous, au collège, de sensibiliser les collègues en disant, si vous voyez une grossesse dans un Turner, parce que pour nous, les accoucheurs, nous, on connaissait pas la grossesse chez le Turner. Elle est anecdotique, tout le monde l'a dit. Donc, pour nous, on leur donnait des hormones, point barre. Bon, très bien. Alors, maintenant, on sait qu'il y a des pépins, donc on le sensibilise les collègues, et puis on va essayer, avec nos amis cardiologues et chirurgiens, de voir ça, et de voir aussi le problème de la chirurgie à faire, parce que il y a des chirurgies conservatrices et puis il y en a d'autres qui mettent des valves. Donc, sur des gens jeunes, il serait mieux de faire une chirurgie conservatrice. Donc, il y a un problème de réseau. On va essayer de mettre ça sur pied et de tenir au courant tout le monde. Enfin, de faire un registre. Comment ? On parlait de registre, oui. De faire un registre et de le commencer chez les enfants et de pouvoir avoir un continuum, de savoir exactement. Déjà, il y a, semble-t-il, une structure là dans le centre de référence, oui. Voilà. Oui. Mais il y avait quelqu'un de chez Madame Léger Juliane Léger. Oui, qui était là et qui nous a parlé de tout ça. Donc, il faut coordonner cette problématique nouvelle. Et on fera la même chose pour les Marfans. Parce que l'agence nous a dit, tant que vous y êtes, faites donc aussi les Marfans. Parce que c'est le même problème de collagène, c'est le même. Tout à fait. Et donc là encore, on est un petit peu, c'est rare, mais ça arrive les pépins aussi là. Donc on fera la même chose. Voilà. Bon, tout à fait d'accord, et je pense que ton intervention a servi un petit peu de conclusion. Il y a une nécessité d'une véritable prise en charge pluridisciplinaire de ces demandes de procréation dans le syndrome de Turner. Le message à retenir sont des grossesses et des situations à très haut risque, et qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Voilà, je vous remercie, on va clore la séance.